Quand on est étudiant et qu'on pose une réflexion en plus à deux comme ça, vous avez pris une épaisseur énorme d'observation. Où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à cette idée que vous essayez de faire vivre? Alors c'est vrai que pour l'instant, on est en pleine réflexion avec les collectivités locales. On essaye de faire notre petit bonhomme de chemin dans cette réflexion autour des territoires qui sont impactés par la construction du canal Seine-Nord-Europe et des conséquences qui le touchent liées à l'obsolescence du canal du Nord. Donc voilà, évidemment ça évolue bien, même si c'est jamais évident de se faire une place en tant que jeune architecte. C'est très particulier en fait parce qu'on se retrouve en tant que jeune architecte à être finalement à l'origine d'une peut-être commande. Donc en fait on est dans une position à la fois justement d'architecte, de programmiste, on a imaginé cette commande qui n'existait pas, qu'on essaie de faire vivre parce qu'en fait quand on présente justement aux collectivités, aux gens vraiment concernés par l'assèchement du canal, ils sont extrêmement intéressés et notamment par les équipements publics justement. Quand on rencontre les mairies ou les communautés de communes, ils réagissent énormément sur ces pôles sportifs, sur vraiment des équipements au service directement de leur population. Nous, on est dans cette démarche d'essayer de continuer à parler de ce projet, à que petit à petit dans les têtes des acteurs ça devienne de plus en plus concret. Même si ce projet dépend énormément de la construction du canal Seine-Nord-Europe. Donc ça, c'est encore des sphères qu'on ne maîtrise pas, mais voilà, on avance petit à petit. Oui, ce qui m'intéresse, c'est ces réinterprétations avec les grands retours, et puis aussi comment on fait pour que les désirs des élus, parce qu'in fine, c'est quand même ça, hein, à la fin, il y a une commande, vous l'avez bien montré, c'est-à-dire, et puis quand il n'y en a pas, et ben comment on la suscite? J'ai bien aimé là, votre autoproduction de la commande. Parce que ça reste aussi la vraie question, hein, c'est susciter ces désirs, ces projections. Et là, je rejoins ce que vous avez dit sur maintenons la conversation, jusqu'à ce que cette utopie devienne une évidence, quoi, hein. Et on a bien vu, c'est ce qu'a fait par exemple Kennedy avec l'histoire de la Lune, quoi, hein, en disant ce sera avant la fin de la décennie. La première fois qu'il a dit ça, tout le monde a trouvé ça complètement dingue. Et puis à la fin de la décennie, on y était sur la Lune, hein. Et je pense qu'il y a quelque chose autour de ça, de cette puissance du discours au sens du rêve, hein. Et j'aimerais bien peut-être que vous reveniez là-dessus. Ce que je trouverais aussi intéressant par rapport à ce discours par exemple du sport, qui est un truc qui revient souvent chez les élus, c'est-à-dire on sent bien, pour rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure sur la ville du dehors, le besoin de la ville du dehors, le besoin de mettre le corps en mouvement et de faire en sorte que les gens bougent. Et là, pour le coup, le parc linéaire, enfin, je ne sais pas comment vous avez bien ces segmentations. Je trouve que c'est vraiment intéressant avec toutes ces déclinaisons d'activités que vous avez essayé d'y mettre. Et comment ça peut fonctionner dans des logiques ouvertes, interstitielles, vous voyez ce que je veux dire, où justement les espaces sont cloisonnés par des horaires, où je reviens aussi aux équipements sportifs parce que c'est une question qui m'interpelle beaucoup, parce qu'on voit que c'est souvent des vrais ratages au niveau de la manière dont ils sont utilisés. Parce que justement, comme ils ne sont utilisés que pour des types de sports qui sont des sports, on va dire pratiqués collectivement, par exemple, hein, tout ce qui est terrain de basket, terrain de foot, terrain de je ne sais quoi, qui donc du coup demande un groupe déjà, et puis demande aussi une certaine organisation, hein, et je ne dis pas qu'il n'y ait pas besoin, mais donc, du coup c'est quand même des sociétés, et on ne peut pas improviser, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose autour de ce qu'on disait avant sur les asynchronicités, qui fait que je pense que c'est assez essentiel que dans les projets, le sport soit aussi intégré comme quelque chose qui peut s'improviser, qui peut être généré là juste par des gens qui passent, hein, et pas un truc qu'on doit organiser à l'avance et qui du coup ne peut avoir lieu par définition qu'avec des horaires. Donc cette question de avec horaire, sans horaire, moi je trouve qu'il y a là une vraie question. Et alors j'ai beaucoup aimé l'exemple de la gare parce que, alors dommage que les personnes ne soient pas là, mais c'est typiquement cette question, c'est-à-dire à force d'avoir toutes ces friches auxquelles on ne peut pas toucher, et qui donc par définition vont rester en friche, puisque tu ne peux pas les rénover et y mettre justement programmatiquement des... Et j'ai trouvé très beau le fait que ce soit devenu un marché, ou cette idée comme vous avez vous d'agriculture, c'est-à-dire on voit aussi les grands retours. Moi ce qui m'intéresse aussi c'est ça, comment on va réinterpréter ces trucs du 21e siècle, parfois en allant finalement reprendre des trucs qu'on faisait
il y a longtemps, hein, je veux dire, moi en tant qu'anthropologue, hein, ce qui m'interpelle toujours, c'est comment est-ce qu'on peut revenir aux fondamentaux, fondamentalement humains, parce que, in fine, bien sûr, dans 10 ans, on n'a juste aucune idée des choses qu'on va faire. En même temps, il y a des choses dont on est certain qu'on va faire, parce qu'on les fait depuis le paléolithique. Boire et manger, c'est sûr qu'on va faire. Dormir, c'est sûr qu'on va faire. Planter, c'est sûr qu'on va faire, parce qu'on fait ça depuis toujours, quoi. Et donc, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est dans ces programmations, au lieu de toujours chercher à finalement savoir comment ça va être dans 30 ans, que ça, on n'a sincèrement aucune idée de comment ça va être, mais revenir à ces fondamentaux. Donc, peut-être vous pouvez encore dire 2-3 mots là-dessus, comment vous avez interprété, parce que vous avez par exemple mis plein de fonctions, mais finalement des fonctions, vous avez été chercher des réinterprétations de choses très fondamentales. C'est ça, et surtout qu'en fait à la base de ce projet, c'est un grand projet de programmation de qu'est-ce qu'on peut faire de cet ouvrage qui va être abandonné. Donc la programmation, à l'origine, on a fait le catalogue des possibles. On a pris la typologie de cette cuve, ça aurait pu être n'importe quel autre élément, mais cette cuve en béton, elle était très, très significative parce qu'elle traverse, elle fait une tranchée dans un territoire. Et c'était de quelle manière cette tranchée peut venir puiser dans les composantes actuelles de ce territoire pour devenir quelque chose d'innovant, d'exceptionnel et un lieu d'attractivité. Et en fait, quand on regarde l'ensemble des composantes, c'est des composantes urbaines ou rurales qui existent déjà, qui sont déjà présentes dans le territoire, mais qui manquent à certains endroits, qui ont besoin d'être renforcées pour recréer de l'attractivité, qui ont besoin d'être novatrices, qui ont besoin de... Et surtout d'être vécues justement par tout type de population, donc que ce soit les agriculteurs ou que ce soit les jeunes du quartier voisin, etc. Donc justement, dans la façon dont on a composé notre projet, on a toujours regardé la jonction entre les programmes, qui pour nous était presque plus importante que les programmes, parce que l'idée c'était que justement dans la serre, ce qui va s'y passer puisse intéresser les jeunes qui viennent jouer au basket juste à côté, que du coup ça attire les curiosités et ainsi de suite, et qu'il y a un réel échange qui se passe. Et c'est pareil rien que dans justement l'élaboration par exemple d'un programme qui est ce pôle sportif. On a essayé d'imaginer des gradins qui permettent que parfois ce soit pour voir un match, mais parfois ce soit pour faire un cinéma en plein air, qui soit accolé à une maison des associations qui viennent du coup faire vivre le lieu peut-être pendant les heures de cours où il n'y a pas forcément de jeunes qui viennent utiliser le pôle sportif, qu'il y ait des jardins partagés qui soient juste à côté, qui soient peut-être plus tournés vers les personnes âgées et ainsi de suite. Donc à chacun de nos 16 programmes qu'on a imaginés, ont toujours une jonction très particulière et très localisée sur ce territoire picard. Et qui recrée de l'espace, qui recrée un nouveau programme aussi, qui s'adapte. C'est la mutation de l'espace, mais organisée finalement. C'est pour recréer des... Oui, voilà, que le programme qu'on a imaginé à la base soit peut-être complètement différent de ce qu'on avait imaginé au final. Oui. Vas-y, allez-y. J'ai une question. Est-ce que la temporalité, enfin, ce que j'entends un tout petit peu, la temporalité d'usage, est-ce qu'à un moment, elle doit pas... enfin, elle nécessite que les gens s'approprient le lieu et donc on les autorise à s'approprier le lieu aussi. Et ça, c'est quand même pas tout à fait simple parce que dans des équipements publics, les élus, leur problème, c'est toujours oui, mais là, vous avez un porte-à-faux, oui, mais il a une 9 mètres d'eau, oui, mais quand même, il déborde un peu, donc en dessous, c'est clair que je vais avoir des désagréments, des gamins qui vont squatter, etc. Et enfin, cette question, et avec les bibliothécaires, c'est pareil, finalement, tous les bibliothécaires, enfin, sans faire insulte à la profession, absolument pas, mais... Libère la parole. Il y a, enfin, comme ce qui se passe à Grenay, j'ai hâte de voir comment ça marche, mais un équipement en libre-service, j'arrive pas encore aujourd'hui à vraiment le mettre en place. Enfin, je sais pas, d'accord, mais alors comment est-ce qu'on le contrôle d'accès et les antivols et tout ça, comment ça marche? Donc, enfin, c'est vraiment repositionner de manière totalement différente l'équipement par rapport, voilà. Alors, est-ce que c'est aussi une question de maturité de la population? Peut-être qu'on peut se l'interdire aussi. Je sais pas, mais on n'y est pas encore, hein. C'est une vraie question ça, parce qu'on voit bien avec le modèle du VLS, justement, vélo en libre service ou voiture partagée, qui étaient des choses inimaginables. Aujourd'hui, ça a l'air complètement normal, hein, mais je veux dire, à l'époque, quand ça a été inventé, c'était quand même une idée, cette idée du libre service qui paraissait absconse. Et l'idée même d'un supermarché, j'étais en train de lire là l'invention du supermarché
dans les années 30, quand ils ont mis en place ces premiers supermarchés en libre service, c'est-à-dire vous pouviez vous-même accéder finalement aux étagères et prendre le truc. Mais ça aussi, c'est un truc aujourd'hui, ça nous paraît complètement normal. Et à l'époque, c'était un truc incroyable qui n'existait pas, quoi. Il fallait toujours une intermédiation avec la personne qui était là. Et je pense que c'est quelque chose enfin, on voit bien, il y a une tendance globale du siècle qui est de venir en contact direct entre vous, le consommateur, et les choses qui sont mises à votre disposition. Donc cette tendance, l'effet tendanciel du libre service, il est partout, dans tous les domaines. Et on voit bien, on voit bien que ce sera encore plus, je pense, dans le futur, voire même peut-être, à force que ce soit vous-même, que vous soyez de nouveau le producteur de vos propres contenus, ou de vos propres... Vous voyez, on parlait du livre là, donc le livre était toujours intermédié par le bibliothécaire, donc de plus en plus ce sera du libre service, voire des livres que vous écrivez vous-même, quoi. Donc cette question-là aussi va devenir intéressante, c'est-à-dire qu'au-delà du livre, ce sera l'atelier du livre, ce sera écrire des livres, ce sera fabriquer des livres, ce sera des choses autres autour des objets, et c'est ce que j'ai bien aimé avec vos 16 programmes là, qui m'ont un peu donné une tournée, mais j'étais vachement contente, et ça défilait, il y en avait encore plus, et donc ça c'est aussi la curiosité, je trouve, transversale, c'est-à-dire que ça ouvre une époque d'abondance dans laquelle on se dit mais tout ce qu'on pourrait faire là, et puis c'est justement parce qu'en fait on a beaucoup de programmes, ça nous ouvre encore plus les possibles pour se dire mais alors comment ça peut encore muter dans ce futur, et c'est vrai que j'aime bien cette idée, c'est ce centre commercial qui a été fait à Istanbul, j'aime beaucoup cette idée du point de vue architectural. Donc les architectes ont prévu des murs qui sont déjà faits de telle sorte qu'on puisse les abattre pour créer les nouveaux cheminements, parce qu'ils étaient en attente que il y avait des endroits là qui n'étaient pas encore développés, et ils savaient déjà quand ils ont construit ce centre commercial qu'il y avait toute une partie où il y avait des immeubles qui allaient pousser qui n'étaient pas encore là aujourd'hui, et que donc ça ne faisait pas de sens d'ouvrir des cheminements aujourd'hui pour relier ce centre commercial. Mais ils ont déjà quand même prévu l'architecture pour qu'on puisse l'abattre. Moi je trouve cette idée assez radicale, c'est assez extraordinaire de réfléchir à déjà incorporer ces futurs possibles finalement dans l'architecture même. D'autres réactions? Notre point de vue, c'est celui du cas de la gare et de la halle. Je parlerai que de la halle. Je peux en dire du bien très facilement parce que j'ai fait le concours et que j'ai perdu. C'est sport, c'est très sport. Mais je parlerai de la halle parce qu'en fait, ça touche aussi une question de programme. Si la halle avait été mal affectée du point de vue programmation, elle était fusillée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un gros travail aussi de déterminer un programme, je parle là de l'aspect patrimonial, en fonction de l'intérêt architectural et la structurelle du bâtiment. Ça a permis aux architectes d'une part de ne pas faire le malin. Ils ont fait un travail remarquable pour la halle. On dirait qu'ils n'ont rien fait. En fait, ils n'ont pas rien fait du tout. Mais c'est un travail d'une grande modestie et qui remet en valeur complètement cette structure. Donc c'est un très très bon travail, parce qu'il y a un travail là aussi en amont de dire voilà, on ne va pas faire quelque chose dans cette halle qui ne serait pas adapté à ses qualités, quoi. Et donc ça c'est primordial. Et je vois tous les jours des bâtiments qui sont fusillés pour des raisons d'affectation. C'est-à-dire simplement parce qu'on a dit là vous voyez ce truc là on va y mettre ça. Mais quelquefois le pied n'est pas bien du tout pour la chaussure. Donc ça crée... là c'est pas le cas. Sur la question de la préservation du patrimoine, c'est un très gros enjeu, en tout cas. De savoir observer les composantes qui vont créer le bon potentiel. C'est très intéressant d'aller voir l'exemple de Gemont, puisqu'ils ont effectivement le même type de gare et le même type de halle de fret, avec deux transformations, enfin un projet complètement différent. Une gare numérique dans la partie gare traditionnelle de voyageurs, et ensuite une médiathèque dans la partie halle de fret. Effectivement pour préserver cette architecture industrielle, en béton, etc. Et donc là, un parti pris urbain complètement différent. Il y a des clés dans ce que vous avez choisi, ou des permanences, des éléments que vous reconnaissez de ce que Antoine exprime là comme quelque chose qui, culturellement parlant, vient de très loin? Oui, forcément. Donc, alors, on a forcément tous les poteaux qu'on a mis en place, toutes les colonnes qui sont en béton, qu'on a voulu le plus fin possible. Au début, c'était c'était presque quelque chose qu'on a essayé de lutter contre, c'est-à-dire surtout, du coup, les politiques, dont Martine Aubry voulait absolument un espace complètement dégagé. Le système porteur a fait qu'on a été obligé de mettre en place certaines choses comme des colonnes, du coup des points d'appui. Et tout de suite, on y a vu la possibilité d'incorporer quelque chose qui fasse référence du coup à ce que Antoine Gall du coup qui viennent du coup d'Orient, c'est-à-dire des choses qui mettent
en valeur les éléments structurels qu'on ne trouve pas énormément en France, peut-être chez certains architectes, mais qui s'est perdu depuis les années 50, c'est-à-dire mettre en valeur la structure. Du coup, les colonnes en béton ont été un véritable élément architectural qu'on a essayé de mettre en place, et du coup on les a même déboulées au niveau des joints de dilatation. On s'est dit quitte à en avoir, autant en avoir le plus possible pour véritablement créer des lieux, du coup séparer les espaces entre. Et il y a un cheminement assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a des parois courbes un peu partout. C'était d'ailleurs assez compliqué parce que c'est que du béton, à chaque fois du béton brut. Les douches sont en béton, des douches rondes en béton. On a des parois courbes et du coup les colonnes également. Et on sent véritablement des cheminements entre tous ces espaces. Et notamment le fait des fois de passer d'un espace à l'autre à travers un mur de colonnes, beaucoup de colonnes du coup, qui signifient du coup les différences entre les espaces. L'évolution, pour moi, elle est vraiment liée à ce grand mouvement de l'extimisation, parce que on parlait avant des choses qui sont de l'ordre de l'intime et des choses qui sont de l'ordre de l'extime, et bien sûr le rapport au corps. Je trouve que c'est très intéressant parce que là on est justement dans les dernières fonctions intimes qu'on n'a encore pas extimisées, au sens qu'on ne les a encore pas remis dans l'espace public, alors qu'à une époque c'était le cas, hein, et les bains publics étaient totalement là-dedans. Donc pour moi il y a encore deux fonctions. Donc, je vous parlais avant de la cuisine, et d'ailleurs on a bien vu puisqu'on a importé ces cuisines dans les médiathèques, donc du coup on est bien dans cette idée des cuisines dans l'espace public, entre guillemets. Donc il y a cette fonction qui était manger, qui était une fonction à un moment donné très extime et qui ensuite est devenue intime dans nos cuisines, dans nos maisons, et qui est maintenant de nouveau exportée à l'extérieur. Et je trouve très intéressant que là on est, enfin pour moi il y a encore deux fonctions qu'il faut qu'on réextimise, qui sont la fonction de dormir dans l'espace public dehors et la fonction de se baigner, le rapport à l'eau au sens le corps, comment on rafraîchit le corps. Cette question pour moi elle est en plus très impactante avec les questions de changement climatique. On voit bien qu'est-ce qui se passe dans les jours de forte chaleur, hein. J'étais encore l'autre jour justement d'ailleurs chez ICAD avec lesquels je monte un projet en ce moment, et c'était justement la semaine dernière, je ne sais plus, quand il y a eu cette grosse canicule là à Paris, et du coup ils distribuaient des brumisateurs dans le hall. Quand on arrivait, ils nous donnaient à tous des petits brumisateurs. C'était marrant de voir le succès phénoménal de cette distribution de brumisateurs, qui est un truc qu'on n'aurait jamais imaginé avant, c'est-à-dire cette idée de se rafraîchir. Et on voit bien aussi dans les fontaines sèches, enfin, cette envie d'avoir de nouveau de l'eau, qui reste un vrai débat, hein, parce que c'est toutes des questions fonctionnelles, mais je trouve vraiment intéressant de se dire la plage, enfin, ou le rapport à l'eau, c'est pas que le paysage, mais c'est aussi mettre en scène les humains dans ce paysage. Et c'est là que je trouve vraiment que là, ce que vous avez fait là, qui est finalement justement une deuxième peau de Ségarine, une manière de donner, de mettre en scène finalement ces piétons statiques dont je parlais au tout début, qui était de dire la vraie attractivité de la plage, c'est aussi le fait qu'il y ait plein de gens, c'est pas juste l'eau, hein. Et donc ça, je trouve qu'il y a là quelque chose de vraiment intéressant dans le rythme aussi, dans les ponctuations. Cette idée aussi de travailler sur les temporalités avec la nuit, ça me fait penser à ce qu'ils avaient fait à Salvador de Bahia quand ils ont à un moment donné mis des spots dans les plages, que tout d'un coup ça a amené une vie nocturne des plages, un truc incroyable, quoi. On allait à la plage à 10h du soir comme on serait allé à 10h du matin, quoi. Cette absence d'humain, l'absence de lumière, l'absence de nuit finalement, qu'est-ce qu'on fait avec la nuit? Donc moi en tout cas j'aimerais bien peut-être qu'on revienne sur ce thème de la nuit, parce que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé. Alors allons-y, on avait parlé des temporalités, là on va parler des lumières, donc la nuit, le jour. La piscine, elle est aussi dans ses horaires qu'on connaît d'équipement. Vous l'avez conçue avec quelque chose que j'ai observé des deux projets, hein. Peut-être une tendance aussi dans les architectures, que ce soit dans les médiathèques qu'on voit aujourd'hui, ou dans la piscine, ou dans les bars de plage, on voit cette notion de claire-voie. C'est-à-dire le bâtiment, il a une peau, mais sa peau devient une peau intelligente, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle permet des interactions. La piscine et les bars de plage sur la question de la lumière et de la nuit. Nathan, ça a été réfléchi comme ça pour ça ou... Oui, forcément. Après, la nuit, c'est toujours particulier. On est à la fois... comment dire, on n'a pas envie de créer une pollution lumineuse trop importante qui nous est toujours reprochée à vouloir éclairer des bâtiments. Nous, on se bat. En tout cas, on a la conviction que seuls les monuments ont vocation à véritablement être éclairés la nuit. Après, les monuments et les espaces publics qui ont une fonction
intéressante. On parlait de la plage, du coup, c'est intéressant de voir qu'on arrive à recréer une fonction, en tout cas une programmation à notre horaire, juste en l'éclairant. La piscine étant fermée, on sait elle a des possibilités d'être ouverte la nuit, elle est parfois en nocturne. Donc même si ce n'était pas l'axe principal, on sait qu'on essaye toujours, on est dans une partie assez au nord, la nuit tombe assez vite l'hiver, donc quoi qu'il arrive, on est toujours, on a toujours l'idée de fabriquer des lanternes lumineuses à partir de 17h en plein hiver, d'où le fait de souvent travailler avec des grands murs rideaux pour signifier l'entrée. On sait que ça va fonctionner, on sait qu'on va obtenir quelque chose d'assez puissant qui indique l'entrée. Le claire-voie est à mon avis vient à la fois d'une demande en général de ceux qui travaillent dedans d'être à moitié vu, à moitié et très éclairé. On voit souvent des gens qui mettent des films opalins sur leur vitrage, ce sur quoi on essaie toujours de se battre en leur disant mais laissez les gens vous regarder et vous verrez que ça se passe très très bien. Du coup on essaye toujours à la fois d'ouvrir et en même temps de créer des choses clos. C'est la plus grande problématique en architecture, comment réussir à ouvrir tout en assurant une sécurité. Je pense que le claire-voie du coup joue beaucoup ce rôle-là. Richard, sur la question de la nuitée des barres de plage. Toute proportion gardée, parce que vraiment, le petit projet de barre de plage n'a rien à voir avec la piscine. Vous voyez, c'est 110 mètres carrés les barres de plage. C'est des tout petits trucs. Hein. Non, on n'est pas là pour parler à l'échelle comparée. Ben, je pense que on est à sujet de société qui nous montre des évolutions. En fait, pour ce qui est de l'éclairage, c'était une sorte de détournement d'une demande sécuritaire en réalité pour les lampions en question. Ce qui concerne les bars. La demande c'était qu'il y ait toujours de l'éclairage, puisque au Touquet ils ont mis en place un éclairage un peu dur qui éclaire la plage la nuit, mais pour des raisons strictement sécuritaires. Qui a un éclairage extrêmement violent, ce sont des projecteurs en fait. C'est très désagréable d'ailleurs parce que qui fait que vous ne pouvez plus vous promener tellement que c'est impossible. Impossible. Et on ne peut plus apprécier aussi l'ombre avec la mer. C'est très agréable quelquefois quand il n'y a pas trop de lumière avec la houle, tout ça. Donc c'est très éclairé en fait. Et donc par rapport à ça, justement, il y avait l'obligation de trouver un éclairage des modules eux-mêmes pour empêcher qu'ils soient démontés, attaqués, etc. Et donc j'ai proposé de faire autre chose de cet éclairage sécuritaire avec cette idée de lampion qui est l'inverse des projecteurs parce que c'est un éclairage tout modeste finalement, qu'on discerne un peu. Et j'étais très intéressé, on revient au claire-voie, c'était uniquement plastique, par l'effet cinétique. Pourquoi? Parce que les gens au Touquet se font encore des digues en bagnole et ils partent d'un côté la nuit et puis ils vont du nord au sud ou du sud au nord, mais ça marche mieux quand on va du nord au sud. Et en fait, les éclairages sont des éclairages verticaux. Avec les claire-voie, ça fait un effet cinétique qui est vraiment intéressant. Donc c'était vraiment plastique. Et les claire-voie du module, la partie basse, c'est vraiment aussi lié à retrouver avec le mouvement. Quand on marche le long de ces modules, on discerne, on comprend la relation qu'il y a avec les cabines, parce qu'on discerne la couleur, mais pas violemment. Le tout étant le résultat aussi d'un compromis, puisque en fait le premier projet était beaucoup plus radical, on va dire, du point de vue plastique. Donc le bois a permis aussi de faire passer avec cette idée de ganivelle qui est très présente au Touquet actuellement. Voilà. Sonia, on n'a pas évoqué dans les projets, en tout cas dans ces deux-là, le rapport à la nature. Parce qu'effectivement, les ganivelles que tu évoques, c'est au-delà d'un effet... est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est un effet de référence culturelle à un environnement? Mais c'est du bois. Et tu cherches aussi, dans le projet, une expression d'intégration à l'environnement. Pareil, du côté de la piscine, on voit à un moment donné, tout votre sujet, le discours d'Antoine, c'est de parler des jardins, des transparences. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce domaine dans lequel l'équipement nous aide à retrouver le lien corporel, ici dans les deux cas qu'on évoquait, mais aussi aux éléments de nature? Est-ce que c'est une demande ou est-ce que c'est quelque chose qui est un atout? Comment tu vois un peu ça? Ça, c'est une vraie demande, oui. Dans le sens que chaque fois moi qui passe ma vie des heures et des heures à interroger les gens dans l'espace public, et c'est la demande numéro un. Je reviens au parking relais, j'en parle beaucoup, c'est parce que je suis en train d'en faire un pour Valence. Valence se lance dans son premier parking relais.
Comme tout le monde, ils voulaient faire à la base un truc où ils allaient bitumer et mettre des barrières partout avec des caméras de surveillance, et ils estimaient que c'était comme ça qu'ils allaient amener de l'urbanité dans cette pénétrante de ville, entrée de ville. Alors à dit ouais, c'est peut-être pas la meilleure manière parce que vous voyez, les automobilistes, ça les intéresse vraiment pas de faire un pas de côté pour venir dans un endroit de ce type, quoi. Et donc une des choses qui est ressortie quand on a posé des questions par rapport à cet endroit qui est à côté d'un centre commercial, périphérie, vous voyez, l'entrée de ville classique, moche comme tout, comme on sait bien les faire en France, c'est imaginez le truc, multiplier ça par 10, vous avez ce qu'on a là dans cette situation-là. Et puis en fait, ce que les gens nous ont dit, il y a une petite butte dans cet endroit, qui est un peu par ailleurs un terrain vague, hein, à côté d'un truc de sport, un stade, machin. Et les gens vont déjà là aujourd'hui pour pique-niquer sur terrain vague, il n'y a strictement rien à faire. Hein. Alors là, pour le coup, il n'y a pas l'appel de l'eau. Hein. Tu es au milieu d'une pénétrante où il y a genre 30 000 véhicules jour. Enfin, je veux dire, et de l'autre côté, tu as ce centre commercial, première génération, immonde, boîte à chaussures. Enfin bon, je vous laisse imaginer. Mais le fait est, les gens pique-niquent là et s'asseyent sur cette petite butte. Et tout ce qu'ils nous ont demandé, c'est faites en sorte au moins qu'il y ait un peu de verre. Tu vois, l'idée de faire un parking, tu vas forcément. Enfin, c'était compliqué, quoi, parking vert. Mais on a vraiment travaillé sur cette idée et on a proposé vraiment un contact fort avec le grand paysage, un contact avec le... on a même proposé un grand belvédère, un truc en hauteur qui fasse aussi signal, et puis vraiment un investissement fort de cette butte. On a donc, du coup, on a sabré la moitié des places de parc en disant, écoutez, la butte c'est essentiel. Si vous voulez vraiment que les automobilistes viennent se garer là, il vaut mieux avoir moins de place, mais que les gens viennent se garer. Et tu vois, par rapport à ça, ce besoin de nature, ça je pense que vraiment aujourd'hui, c'est fondamental. Moi, la question que je me pose toujours, c'est quelle nature? Parce que c'est quand même une nature très, très travaillée, très appropriée, très, très humaine, si tu veux. C'est pas la nature, c'est pas la jungle non plus. Hein. Je veux dire, on voit bien dans la manière dont les gens après choisissent la nature, et à quel point, par exemple, il faut faire de la pédagogie aujourd'hui aussi pour faire une nature un peu plus sauvage, entre guillemets, enfin, que tu laisses un peu pousser comme ça. C'est pas quelque chose... Enfin, on évolue bien sûr par rapport au parc du 19e ou par rapport aux petites fleurs, tu vois. Mais c'est aussi une esthétique, je rejoins les ganivelles, c'est un truc, tout d'un coup ça a commencé à pousser un peu partout dans beaucoup de villes. Au début les gens étaient un peu surpris et finalement aujourd'hui, oui, on en demande même. Mais la question c'est finalement comment on fait pour que ces touches de nature, on en redemande. Et je trouve moi très intéressant, en tout cas je suis très près la question comment dire, du renouveau des filières du bois, le fait aussi qu'aujourd'hui on fait même des gratte-ciel en bois, hein. Je viens de lire encore un article là-dessus aux États-Unis, qui est quand même une vraie démonstration que ce matériau qu'on utilisait un peu comme ça, aujourd'hui on peut vraiment l'utiliser pour de vrai, pour des vrais projets architecturaux. Je pense que là aussi il y a quelque chose de vraiment intéressant, tu vois. Dépasser les limites des matériaux organiques et se réinterpeller. D'ailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup dans votre musée des textiles du futur, là où il y a toute une section qui est sur entre guillemets les textiles, si j'ose dire, les habits des bâtiments du futur. C'est-à-dire l'idée d'utiliser aussi des deuxièmes peaux, au sens véritable, tissus, tu vois, de comment en fait on va rendre ces bâtiments organiques. Je crois, moi, personnellement, qu'à l'horizon 2050 ou 2040, on y sera, quoi. On y sera vraiment dans ces bâtiments. Et je pense que l'équipement public a un vrai rôle à jouer là-dessus parce qu'il sera probablement précurseur, parce que c'est, malgré le fait qu'on ait dit qu'on a de moins en moins de millions, ça reste quand même que par rapport à un immeuble de logement ou un immeuble de bureau classique, c'est encore quand même dans les bâtiments publics qu'on mettra les petits millions extra pour faire de l'innovation, pour faire un bâtiment véritablement organique. Et moi, c'est ça qui m'intéresserait quand on parle de nature, c'est comment ces bâtiments, ou ces deuxièmes pots en tout cas, vont pouvoir être beaucoup plus organiques qu'aujourd'hui, quoi.